Monsieur le député de Rosemont, allez-y. Moi, j'étais là aussi avec le député de Pontiac, puis ça fait des années que je suis là, puis ça fait des années qu'on parle de ça. J'ai l'impression qu'on revient toujours un petit peu au même point de départ, c'est-à-dire que vous avez dit, Monsieur le ministre, vous avez raison sur le fond de dire que c'est à l'État de s'assurer de donner les moyens. Mais entre vous puis moi puis la boîte à bois, là, on sait que c'est pas le cas. Puis il y a comme quelque chose de contradictoire là-dedans parce que les médecins, là, un ortho, mettons, qui demande à la permission à la Santé Québec de se désaffilier parce qu'il n'est pas capable de travailler plus que mi-temps dans son hôpital. La décision est entre les mains de Santé Québec. Santé Québec, de sa propre décision, que non, vous n'avez pas l'autorisation de vous désaffilier, vous restez dans votre hôpital. De fait, le médecin est dans un hôpital qui fonctionne au ralenti. Donc, ses cibles de performance sont nécessairement mises à mal. Mais ça, c'est de la faute de l'État. En tout cas, s'il faut trouver un coupable, c'est pas le médecin, c'est l'État qui n'est pas capable de lui fournir le personnel puis le lieu de travail là, pour faire son travail. Alors, encore là, la responsabilité collective, elle n'est pas sur l'État qui devrait pourtant avoir cette partie-là. Puis je me répète, parce que ça fait des années qu'on dit ça, puis ça fait des années qu'on met des trucs dans des lois où on dit que le gouvernement, l'État, donc, doit fournir les moyens. La preuve est faite par 4 que c'est pas le cas. Mais est-ce que je peux répondre? Bien sûr. On a eu ces longs débats-là, mais je l'ai dit souvent, puis je l'ai dit à un de vos collègues tout à l'heure, c'est pas juste de mettre plus d'argent. On en a mis beaucoup d'argent, puis pas nous, là, les gouvernements avant nous aussi. Pour parler d'argent. Pardon? J'ai pas dit qu'il faut mettre plus d'argent. Non, mais c'est vous qui avez proposé il y a 2 jours d'en mettre plus. Mais regardez, là, si aujourd'hui, on a une vingtaine de cliniques IPS, qu'on n'avait pas il y a quelques années, si on change les façons de faire, puis on dit maintenant, une IPS peut prendre en charge, on n'a pas besoin de la supervision. Dans une clinique d'IPS, on n'a pas besoin de la supervision d'un médecin. Non, mais quand on dit faire une façon différente, d'avoir des filtres de pertinence qui dit vous n'avez pas besoin de voir ce patient-là basé sur l'expérience de maintenant 200, 300 GMF qu'on a. C'est toutes des façons différentes de regarder comment on peut travailler différemment pour être sûr que les dollars qu'on a, puis il y en a déjà beaucoup, là, c'est plus de 60 milliards qu'on met en santé, est-ce qu'on les met au bon endroit? Alors, je suis d'accord avec vous que le gouvernement a la responsabilité de mettre les fonds nécessaires, mais en même temps, il faut s'assurer qu'on le fait de la bonne façon. Et je pense que la responsabilité collective s'inscrit exactement là-dedans. Est-ce que ça a besoin nécessairement d'un médecin? Non. Le Collège des médecins a été très clair il y a quelques années quand on discutait le PL11. Vous vous souvenez? C'est là que ça a ouvert la brèche pour dire ça n'a pas besoin nécessairement d'être un médecin. Je pense qu'on continue avec le PL2 à faire exactement ça. Oui, mais là, en tout respect, mon exemple était un orthopédiste. Une IPS ne peut pas changer. Là, je vous donnais l'exemple. Je veux juste finir, Monsieur le ministre, si vous voulez. Un intervenant à la fois, s'il vous plaît. Monsieur le député de Rosemont, voulez-vous terminer votre question, puis Monsieur le ministre va y répondre ou je vais faire ça comme ça. Une IPS ne peut pas changer une hanche. Là. Moi, mon exemple était précisément un ortho affilié à un hôpital. Puis vous dites que ce n'est pas seulement une question de fond. J'ai jamais dit ça. Si vous avez compris ça, je me suis mal exprimé. C'est justement pas juste une question de fond. Parce que vous n'avez de l'argent, vous n'êtes pas capable de la dépenser parce qu'il n'y a pas de personnel à engager. Donc, vous ne remplissez pas, je vais le dire demain, vous ne remplissez pas votre partie du contrat. Vous étant l'État. L'État ne remplit pas sa partie du contrat. OK. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je donne la parole. Dr Bergeron, vous allez répondre à la question. J'en ai déduit. Oui, Madame la Présidente. Lorsqu'on regarde les salles opératoires, il faut les regarder disponibles. Pour le privé, il faut regarder dans les ensembles, notamment à l'intérieur des établissements hospitaliers et également avec les ententes que les établissements hospitaliers ont pris avec les centres médicaux spécialisés pour y faire opérer les chirurgiens. Avec ça, à ma connaissance, on a retrouvé
100% des salles opératoires. C'est parce que j'entends parfois 70% des salles opératoires. Là, c'est en ne regardant qu'une partie des choses. Il y a eu, dans les engagements déposés à la FMSQ, des engagements monétaires, là, des contreparties, parce que ce que vous mentionnez, on l'a entendu d'autres. Il y a eu des engagements monétaires qui ont été vus là, puis les discussions avec Santé Québec qui nous démontrent qu'il y a encore une capacité d'ouvrir des salles opératoires supplémentaires au cours des prochains mois qui vont permettre de rehausser cela. Quand on regarde collectivement, justement, le travail collectif dans lequel on dit on ne veut plus qu'il y ait de chirurgie en haut de 12 mois, il va falloir que par établissement, ils regardent c'est dans quelle spécialité ces chirurgies-là sont en attente et qu'ils voient entre eux si on doit donner plus d'espace à une spécialité qui est plus en attente versus du temps opératoire pour une spécialité qui est moins en attente. Justement, dans un objectif collectif qu'il n'y ait pas de gens qui attendent trop longtemps. Merci. Bon. C'est terminé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 2? Comme il n'y a pas d'autres interventions...